Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous partager cet échange que je vais avoir avec Steve, mon ami, qui va se présenter dans un instant. Donc aujourd'hui, on va parler de la thématique, en tout cas, c'est la diaspora qui veut rentrer en Afrique. Et c'est une thématique qui intéresse beaucoup de personnes. Beaucoup se demandent quelles sont les étapes en fait que je dois poser pour rentrer. Il y a toujours encore cette peur-là, si je veux rentrer. Une question essentielle aussi, c'est dans quel pays est-ce que je dois rentrer et quelles sont les choses à savoir, quelles sont les choses à éviter. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'être avec Steve qui va nous partager son expérience. Salut Steve. Salut Karen. Bienvenue dans cette vidéo. Merci. Donc, Steve, tu veux te présenter? Je ne vais pas en dire plus, tu veux te présenter en quelques mots? Ok. Bonsoir tout le monde, mon nom est Steve. Je suis un jeune entrepreneur. J'allais dire professionnel en finance, mais je ne vais pas rentrer en fait dans ma description. Ouais. Fin vingtaine, d'origine rwandaise, étant né et ayant vécu au Canada pour tout récemment. D'accord. Ouais, donc c'est justement ton parcours qui est intéressant, Steve. Tu es né, tu as grandi au Canada. Et tu es au Rwanda, tes parents sont d'origine rwandaise. Et donc toi, tu es venu au Rwanda il y a plusieurs mois, ça fait 8 mois maintenant que tu es là, c'est ça? C'est exact. Donc après 8 mois quand même, tu as cumulé suffisamment d'expérience en tant que diaspora sur le terrain. Et j'imagine que l'image que tu as aujourd'hui de vivre en Afrique n'est pas la même que tu avais il y a 8 mois. Effectivement, l'image en fait a évolué. J'avais déjà une idée comme quoi ça allait pas forcément être facile, mais disons que c'était moins difficile que je le pensais. Les difficultés en fait étaient pas de la même échelle, mais je pourrais dire que il y a certaines choses auxquelles j'ai été confronté, auxquelles je ne m'attendais pas. On va rentrer directement dans le sujet. Dis-nous, quoi est-ce que tu as été confronté? Quels sont, ouais, dis-nous déjà quelques 2-3 points auxquels tu as été confronté, auxquels tu t'y attendais pas. Si mon intégration en fait, mon intégration parmi les personnes étant nées et ayant grandi au Rwanda, qui ont évolué en fait dans ce pays. Donc pour la petite histoire, moi je suis né et j'ai grandi au Canada. Né en fait, voilà, mes parents sont rwandais. Pendant que j'ai grandissais en fait, j'ai toujours eu en fait cet esprit de patriotisme, en me disant toujours que je suis rwandais. Et j'affichais fièrement ma culture et jusqu'à maintenant je l'affiche toujours. Bravo à tes parents pour ce travail magnifique qu'ils ont fait. Et effectivement, bon après, mes parents c'est sûr qu'ils ont leur crédit par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui est beaucoup sorti de moi en fait. Ah ouais, toi tu étais aussi intentionnel vis-à-vis de ça. Effectivement, parce que je ne vais pas aller vraiment dans les détails, mais je ne suis pas enfant unique. Ouais. Et puis parmi tous mes frères, en fait, je suis le seul à parler la langue de mes parents. En fait, quand même. Ma langue, en fait, ouais. Le Kinyarwanda. C'était toujours, en fait, je me disais pas que parce que je parle le Kinyarwanda, j'allais forcément aller vivre au Rwanda, mais je sais que ça allait faire partie de ma vie à quelque part. En fait, je sais que j'allais faire quelques temps là-bas, que j'allais, d'une manière ou d'une autre, en fait, être intégré dans la société locale, parce que jusqu'à tout récemment, au Canada, il n'y avait pas beaucoup de Rwandais. Ou bien les Rwandais qui étaient sur place, en fait, n'étaient pas en mode... Ils étaient venus, en fait, après le génocide perpétré contre les Tutsis. Donc, c'était un peu en mode, on ne va pas rentrer parce que la situation, en fait, ne se prête pas. Alors que maintenant, il y a beaucoup de Rwandais qui viennent, ils ont une image relativement bonne du pays parce qu'ils ont connu le Rwanda post-génocide, le Rwanda qui évolue, le Rwanda qui se développe. Ils ont vu en fait comme l'évolution du Rwanda. Et puis disons que maintenant c'est plus facile en fait d'interagir avec eux en Kinyarwanda et puis de créer ce genre de pont culturel duquel j'ai toujours été privé en fait dans mon enfance. Donc voilà, j'ai appris le Kinyarwanda et puis mon intégration en fait une fois arrivé sur place a été beaucoup plus difficile parce que je me disais que je parle la langue, donc forcément en fait je vais m'intégrer assez facilement, alors que l'obstacle c'est vraiment le fait que ok, c'est vraiment une toute autre culture en fait, dans laquelle j'ai grandi. La culture qu'on voit sur internet n'est pas forcément la culture que tu peux voir une fois arrivé sur place. Ah ouais, ça c'est intéressant. Justement, parlons des erreurs qui, d'après toi, les erreurs typiques que font les gens de la diaspora qui décident de rentrer, s'installer au pays. Quelles sont les erreurs typiques que
les personnes de la diaspora font souvent en termes de mindset, d'approche? J'ai vraiment un disclaimer comme quoi je dirais que, à mon humble opinion, selon moi même, des erreurs que j'ai énuméré, des erreurs que moi j'ai eu à faire. Ouais. Et que j'ai l'impression que si j'étais resté en fait dans ces erreurs-là, ça aurait vraiment rendu difficile. Plus en fait mon séjour ici, c'est avoir une fermeture d'esprit. Au début, de se dire que, ok, les choses se font comme ça. Tu penses que tu connais des gens en fait? Ouais, que tu connais en fait déjà qu'est-ce qui doit être fait, sans nécessairement te dire, ok, comment les choses se font ici. Tu te dis que tu connais déjà comment les choses se font, dans le sens où aux parents m'ont appris ceci, ou alors j'ai vu ceci sur internet, je crois qu'au Rwanda ça se fait comme ça, ou alors tu te dis, je crois que je connais comment les choses se font parce que tu veux venir avec ta mentalité canadienne et venir imposer ça ici. D'une certaine manière, effectivement, en fait, c'est que on grandit, nos parents ont vécu en fait dans un Rwanda différent. Dans un Rwanda des années 80, 90. Ils vont t'inculquer en fait une certaine éducation qu'ils avaient en fait à l'époque, qui ne tient pas compte en fait de comment la société a évolué. Donc, c'est ça, comme tu arrives ici, puis même aussi ta mentalité canadienne. Mais moi, je ne peux pas dire que j'avais ma mentalité canadienne parce que j'ai vécu, oui, au Canada, mais j'ai fait plusieurs pays en fait. Plusieurs pays, donc tu as ouvert, tu as l'esprit un peu plus ouvert. Ouais. Donc quand tu venais, ça veut dire que tu avais la mentalité tu avais l'image en fait du Rwanda que tes parents t'ont effectivement transmise. Et puis aussi qu'est-ce qu'on voit sur internet. Et ce qu'on voit sur internet. Donc tu t'es fait un peu ta propre image, pardon, et c'est avec ça que tu arrives ici. Et tu t'es rendu compte en fait en arrivant que... Effectivement, c'est ça. C'est vraiment... C'est pas ça. C'est arriver dans un nouveau pays en fait. Déjà par exemple, un truc tout concret, les gens ne vont pas forcément t'attendre ici. Tu vois, d'arriver, tu te dis, ok, tu vas savoir en fait comment déjà te vendre de cette manière. Ouais, comment t'insérer dans la société. Ouais, comment t'insérer dans la société, te dire, ok, beaucoup d'humilité. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais vraiment arrivé c'est comme, c'est tellement subtil. Moi, je pensais que comme, voilà, j'étais quand même une personne relativement humble. T'arrives sur place, t'es comment, tu dis, ok, il y a des choses comme... Ça te casse. Ça te casse. Tu vois un peu, ça te casse et puis tu apprends en fait à juste interagir avec les gens de manière différente. En relation en fait avec les gens ici n'est pas la même chose avec, comme qu'au Canada par exemple. Ouais. Donc, même ailleurs en Afrique, quoi. Ok. Donc, ça veut dire que l'erreur, concrètement, ce serait quoi pour toi? Pour ceux de la diaspora qui viennent, qui pensent à aller s'installer en Afrique, ce serait de... Puisqu'il faut bien se faire une image, en fait. Est-ce qu'il ne faut donc pas se faire une image de... Bon, pour ceux qui ont grandi au Canada comme toi, peut-être qu'ils ont reçu une image de leurs parents, ou alors pour ceux qui sont partis à un certain âge comme moi, par exemple, on a peut-être l'image de... Tu vois, il y a 15 ans ou 20 ans quand on est quitté le pays. En plus de ça, on mélange un peu avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et puis on se fait son image et puis on va avec ça, tu vois, on se dit, ok, je connais le pays. Qu'est-ce que tu conseillerais donc à ceux qui veulent aller s'installer en Afrique? En fait, c'est s'entourer de bonnes personnes dès qu'on arrive. En fait, que tu arrives sur place, t'entourer des personnes en fait qui sont alignées avec ton objectif. Je vais pas commencer à employer en fait des termes trop spirituels, mais ton appel, tu vois, être vraiment en mode, ok, j'ai un objectif qui est vraiment aligné en fait pour m'aider à atteindre cet objectif en fait. C'est vraiment savoir choisir tes relations, savoir les trier. Il y a des gens, dès que tu vas parler avec eux, tu vas savoir déjà que la personne en fait est plus... Moi, je veux quitter le pays déjà. Tu vois, un peu, je veux, comme les immigrants disent, je veux déjà pas. Il y a des gens qui te cassent en fait. Dès que tu les rencontres, ils te cassent. C'est ça. Donc là, directement savoir en fait les détecter. Et puis des gens aussi qui vont venir vouloir profiter de toi, mais ils vont pas le faire dès le début. Moi, je les appelle les parasites de cette manière. Ils vont arriver, ils vont commencer à être un peu amis avec toi. Et alors, dès que l'opportunité, c'est ça, ils vont commencer en fait à vouloir profiter, à venir avec une certaine familiarité en fait. Que tu te dis, ok. Ça, c'est comme venir être préparé en fait. Vraiment le fait de laisser le temps aux gens de se révéler petit à petit. Ouais, de vraiment pas être en mode... embrasser les gens trop tôt. Ouais. Et faire trop vite confiance. Effectivement, tu vas faire trop vite confiance directement comme
dire, ah, la personne, en fait, directement, c'est mon ami. Parce que moi, par exemple, je vais dire que je me suis dit pendant longtemps, est-ce que je peux dire que c'est une blessure que j'ai transportée, mais je veux dire que j'ai pas eu assez d'amis rwandais grandissant. Tu as voulu rattraper, en fait, peut-être. Ouais, rattraper, le catch-up. Ouais. Genre, je vais vraiment avoir des gens, des jeunes de mon âge avec qui je vais pouvoir parler Kinyarwanda, avec qui je vais pouvoir, en fait, on va partager la même histoire. Si ça se trouve, on a les mêmes ancêtres, on vient de la même région et tout, même toi. Et puis, on va pouvoir créer des ponts facilement, alors qu'en réalité, la possibilité, en fait, elle demeure, mais il faut arriver, en fait, de manière réaliste, comme quoi les gens n'ont pas forcément, en fait, les mêmes objectifs, n'ont pas, en fait, la même mentalité que toi. Et puis être OK avec le fait que tu ne vas pas forcément t'attacher aussi facilement aux gens. Parce que c'est peut-être quelque chose, comme en Occident, les gens ont de la misère, c'est de connecter avec les personnes, de s'attacher avec les personnes. Et puis des fois, tu peux arriver, tu te dis, OK, je vais rentrer en fait, et puis c'est plus facile. OK, peut-être, mais il va falloir en fait que tu laisses les gens se révéler avec le temps. Et puis... Pour éviter les abus aussi. Ouais, éviter les abus, c'est ça, effectivement. Parce qu'il y en a aussi, les abus. Hein. Il y en a beaucoup. Bon, je vais faire peur à personne, mais c'est ça, on reste sur la terre. Les gens sont toujours en mode... la présence de précarité, en fait, fait en sorte que les gens peuvent être en mode, OK, je vais essayer de faire le tout pour le tout, en fait, pour être l'ami de cet occidental, en fait, qui va souvent me donner de l'argent. La personne, en fait, a déjà funny as it can sound. Aussi drôle que ça peut laisser entendre, c'est les gens qui ont un budget, en fait. Le mois, de l'argent qu'ils vont prêter. L'argent qu'ils vont prêter par mois. Ouais, l'argent qu'ils vont prêter, en fait. Ils vont dire, moi, je sais que dans ma case, dans mon budget, j'ai de la case, l'argent que je vais recevoir, ok, je vais, emprunt. Et bien les dons aussi. Même on dit emprunt, mais au final, même c'est des aides en fait, parce qu'ils t'empruntent, mais ils n'ont pas l'intention de te rembourser pour beaucoup. Ou même, des fois, c'est cette maladie qui existe, ou bien même juste le fait que la personne, il va normaliser le fait de ne pas forcément être indépendant financièrement, et puis de dépendre des autres financièrement, et puis ça peut être un genre de... Personnellement, en tant que Canadien, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens en fait. Si tu comptes sur quelqu'un en fait. Mais c'est peut-être aussi le fait que comme tu viens d'une société individualiste, tu arrives d'une société collectiviste. Une société où est-ce que en fait chacun pour soi, jusqu'à voir où est-ce que c'est. Mais quand même ce que tu dis est puissant, il faut pouvoir trouver le juste milieu en fait. C'est pas évident. Parce qu'on veut venir souvent comme une grande motivation des personnes qui quittent l'Occident pour l'Afrique. Ils vont dire que l'Occident, en fait, c'est trop une société d'individualisme et tout. Mais ils vont arriver en Afrique. Après, ils trouvent que c'est aussi too much. C'est beaucoup de collectivisme. Par exemple, le Rwanda, les gens s'en plaignent beaucoup, c'est le fait que les gens, en fait, sont nosy. C'est-à-dire? Ils sont très... they want to know your business, tu vois? Ok, ils veulent enfouir, ils mettent leur nez dans tes affaires. C'est ça. Ils vont vouloir, en fait, mettre leur nez dans tes affaires, mais c'est, à quelque part, le prix à payer parce que... De la société. Ouais, si on veut plus vivre dans la société individualiste. En gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a... chaque société, en fait, a ses avantages et ses inconvénients, entre guillemets. Nous, souvent, on veut la perfection, surtout quand on a vécu en Occident. Parce qu'on peut maintenant comparer les deux sociétés. On voit la société africaine et puis la société occidentale. On voit ce qu'il y a de positif dans la société africaine et ce qu'il y a de positif dans la société occidentale. Et on veut comme créer notre monde dans notre tête, tu vois. The best of both Voilà, the best of both. Ouais. Et on ne veut pas accepter les inconvénients de chacune des sociétés. Et c'est pour ça que souvent on se retrouve au milieu aussi un peu coincé. On se retrouve souvent partagé. Ah oui, je vais retourner m'installer en Afrique, mais il y a ça. Ah, mais ici aussi, quand je reste, je me sens pas vraiment chez moi. Mais tu vois, on se retrouve comme ça et puis on danse un peu au milieu entre deux chaises comme ça là pendant des années et des années et peut-être même pendant toute sa vie parce que à un moment donné, il faut pouvoir faire un choix et assumer son choix et savoir que quel que soit le choix que tu feras, il y aura des avantages, il y aura des... C'est ce qu'on appelle en anglais « choosing your heart ». Choosing your heart. Okay. Choisir ta difficulté en fait. Sure. Il y aura toujours une difficulté, donc c'est à toi de choisir laquelle des difficultés à laquelle tu vas être confronté. En tout cas, je pense que ton expérience à Kigali n'a pas été vaine, même si ça n'a vraiment pas... Tu as dit que tu as fait face à des challenges, mais est-ce que tu regrettes
ton expérience? Pas du tout. J'ai beaucoup grandi. J'ai beaucoup grandi. Tu as parlé de l'humilité, ça t'a brisé. Ça t'a brisé. Mais en même temps, vraiment, je suis tellement reconnaissant parce que c'est à la fin de la journée une expérience humaine. Ça m'a beaucoup appris à être moins attaché en fait au matériel et être plus en fait être plus humain et puis savoir mieux comment vraiment confronter les personnes, à être plus assertif aussi. Ça m'a vraiment fait grandir. Une dernière question, parce qu'il commence à se faire tard là. On commence à bailler tous. Une dernière question, pour les gens de la diaspora qui sont en train de, je disais ça en intro, qui analysent différents pays d'Afrique où aller s'installer, est-ce que tu leur conseillerais le Rwanda ou un autre pays d'Afrique, sachant que tu as fait plusieurs autres pays d'Afrique aussi? Je sais que c'est une question qui est assez relative et assez individuelle, mais voilà, c'est ton point de vue qui nous intéresse ici. Ça dépend en fait comme de ce que la personne recherche. Si la personne recherche un certain calme, certains cadres rassurants, la sécurité surtout, l'organisation, c'est l'endroit. Mais si la personne veut forcément être avec des personnes les plus informées en fait du monde extérieur, ça va être un peu plus difficile que d'autres pays comme le Kenya, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, où est-ce que, de manière subjective, j'ai remarqué que mes conversations sont moins riches avec les personnes qui évoluent en fait sur place. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la personne doit en fait être OK avec. En général, le Rwanda, c'est un bon pays dans lequel vivre. Jusqu'à maintenant, le coût de la vie est relativement moindre que dans plusieurs pays d'Afrique. Quand même élevé, hein? Ouais, ça dépend en fait comment tu vis. Si tu manges local, si tu vis local, c'est vraiment le piège, c'est quand dans tous les pays africains, quand tu veux avoir un certain niveau de vie, tu vis dans un certain quartier. Moi, je parle même de la vie de tous les jours, basic, comme par exemple le transport. La moto ici, c'est pas moins cher. Tu sais que j'aime beaucoup de choses, il y a plein de choses que j'aime ici, mais ça fait partie quand même des choses. J'ai trouvé en tout cas que le coût de vie était élevé. Après, comme tu dis, ça dépend aussi du standing qu'on veut avoir. Mais quand je parle de moto, moi, tout le monde se déplace en moto. C'est pas un luxe, mais c'est pas non plus pour la basse classe, tu vois. On va dire la classe moyenne, c'est la normale de se déplacer en moto. Oui. Sauf que il n'y a pas de moto pour la basse classe et une moto pour la haute classe. C'est le même prix pour tout le monde. Ça dépend vraiment. Comme par exemple, moi je vais donner l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, j'ai vécu il y a un moment où est-ce qu'il n'y avait pas de taxi moto. Apparemment, entre-temps, en fait, il y en a eu qui ont commencé en fait, à avoir ce service qui a été lancé. Mais au Sénégal, le coût de la moto, à ce que j'ai entendu, c'est assez élevé. C'est assez élevé. Le seul endroit où est-ce que... En fait, j'ai pas fait beaucoup de pays où est-ce qu'ils ont la moto, mais en fait, même le Kenya, ça coûte plus cher. Tanzanie, ça coûte plus cher. Ouganda, ça coûte plus cher. Quoi, la moto? La moto. Oui, bon après, peut-être que peut-être ça coûte plus cher parce qu'il y a des moyens de transport qui sont moins chers. Par exemple, si je prends le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, tu vois, si tu prends le Uber par exemple, bah, tu es seul dans ton taxi, ça va coûter quand même cher. En revanche, si tu veux un moyen de transport qui est moins cher, tu as la possibilité de prendre un taxi normal où vous êtes 3 derrière, tu vois, où vous êtes 4 dans le taxi, tu vois. Mais ok, dans tous les pays que j'ai fait, ils n'avaient pas cette option. C'est vrai? Moi, c'est seulement au Rwanda que j'ai vu qu'il n'y a pas ça. Ok, mais au Kenya, il n'y a pas l'option, Tanzanie, Ouganda non plus. Vous êtes 3 derrière dans le taxi? Tu as toujours ton taxi à toi-même, mais ça coûte moins cher qu'au Rwanda. Ah ouais, ok. Mais le transport, en fait, dans tous les pays que j'ai fait, peut-être c'est juste au Bénin et au Togo que ça coûtait moins cher. Mais le reste, au Rwanda, quand même, ça va. D'accord. En tout cas, merci pour ton expérience, Steve. Je te souhaite beaucoup de succès dans la suite de tes projets, que ce soit à Kigali, ou au Canada, ou dans un autre pays d'Afrique. Que le Seigneur t'accompagne dans tes projets. Et moi, personnellement, je te souhaite beaucoup de succès en Afrique. L'Afrique a besoin de nous. Merci. Yes. See you, les gars, et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.